Bonsoir et bienvenue dans Euronews Soir, 16 minutes pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale. À la une ce soir, une annonce surprise tombée en fin d'après-midi en Algérie. Après 3 semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat et reporte la présidentielle. Bernard Tapie devant la justice pour escroquerie, plus de 10 ans après l'arbitrage en sa faveur. Dans l'affaire du Crédit Lyonnais, arbitrage depuis annulé, le tribunal correctionnel de Paris va devoir dire si l'homme d'affaires avait truqué la procédure. Au lendemain du crash en Éthiopie, les boîtes noires de l'avion d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées. La compagnie a décidé de ne plus faire voler ses Boeing 737 MAX, décision suivie par la Chine et l'Indonésie. À 18 jours de la date officielle du Brexit, Theresa May tente d'arracher des concessions de dernière minute aux Européens avant un nouveau vote crucial à la Chambre des communes. Dans ce journal, nous ferons le point avec un expert. La rue réclamait son retrait depuis des semaines. Abdelaziz Bouteflika et son entourage ont cédé. Le président algérien ne se présentera pas pour la 5e fois à l'élection présidentielle qui est reportée. Il annonce une conférence nationale pour réformer le système politique. Coup de théâtre en Algérie, Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. L'information a été diffusée ce lundi soir par l'agence de presse officielle. La présidence annonce également un report de la présidentielle initialement prévu le 18 avril. La perspective d'une nouvelle candidature du président Bouteflika a suscité un mouvement de colère en Algérie avec des manifestations organisées depuis maintenant près de 3 semaines. Une contestation qui a pris de l'ampleur avec un mouvement de grève nationale initié ce dimanche. Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, est rentré précisément ce dimanche en Algérie après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, il est devenu quasiment invisible pour ses concitoyens. Des Algériens qui ont dit que cela ne pouvait plus durer et ils ont obtenu gain de cause. C'était le 10 février dernier. Abdelaziz Bouteflika faisait savoir qu'il comptait briguer un 5e mandat de président. Il a alors 81 ans. Et pourtant, l'homme est affaibli depuis 2013. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il n'apparaît quasiment plus en public, ce qui alimente aujourd'hui plus que jamais les spéculations sur son état de santé réel et sa capacité à gouverner. Rien à voir avec le jeune homme fringant et hyperactif des années 60. Il n'a que 25 ans quand il devient ministre, la guerre d'Algérie vient de s'achever. Et le jeune Bouteflika commence à gravir les échelons du pouvoir. Ministre des Affaires étrangères de 1963 à 1979, il tisse un réseau de soutien avec les autres dirigeants arabes, faisant de l'Algérie un des leaders du tiers-monde. En interne, il fait longtemps figure de dauphin du chef de l'État Ouari Boumedienne. Mais à la mort du président Boumedienne, Bouteflika est écarté de la succession. Il s'exile pendant plusieurs années à Dubaï et à Genève. Son grand retour, il le fait en 1999. L'armée en fait son candidat à la présidentielle. Un scrutin que Bouteflika remporte au premier tour avec plus de 70% des suffrages. Son défi, c'est alors de rétablir la paix dans un pays traumatisé par les années de guerre civile. 200 000 morts en 10 ans, selon les bilans officiels. Il lance la Concorde civile, un processus visant à amnistier les islamistes en échange de leur reddition et de l'abandon de la violence. En s'appuyant sur la manne pétrolière, il parvient à éviter les secousses du printemps arabe qui agitent la région en 2011. Il s'accroche au pouvoir, modifiant la Constitution, se faisant réélire à plusieurs reprises en 2009 puis en 2014. Son intention de briguer un 5e mandat suscite un mouvement de contestation. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Un tiers de la population, les moins de 20 ans, n'ont connu que lui à la tête du pays. Ils aspirent à un changement et ils finissent par obtenir gain de cause. Malade mais combatif, Bernard Tapie entame une nouvelle bataille judiciaire dans l'interminable saga du Crédit Lyonnais. Accusé d'escroquerie et de détournement de fonds, il n'est pas seul dans le box. Retour sur cette affaire et ses multiples rebondissements avec Julien Pavy. Je te promets, je suis de mauvaise humeur. C'est une affaire vieille de 25 ans qui revient devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle concerne la vente en 1993 de l'équipementier sportif Adidas au Crédit Lyonnais.
Dans le box des accusés, on retrouve l'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie, jugé avec 5 autres prévenus pour escroquerie et détournement de fonds publics. Ce nouveau procès se focalise sur l'arbitrage datant de 2008 qui avait finalement donné raison à Bernard Tapie dans son litige avec la Banque française. L'ex-patron d'Adidas et de l'Olympique de Marseille avait alors eu sa revanche en obtenant plus de 400 millions d'euros. Une joie de courte durée pour Bernard Tapie, un tribunal ayant par la suite annulé cet arbitrage et condamné l'homme d'affaires à rembourser. La justice évoque alors des soupçons de fraude et notamment une entente secrète entre le clan Tapie et l'un des 3 juges arbitres qui comparaît devant le tribunal. Dans le box des accusés également, l'ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde à l'économie, les juges soupçonnant Bernard Tapie d'avoir fait pression sur le ministère pour obtenir gain de cause dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais. C'est un Bernard Tapie affaibli par un cancer de l'estomac, mais déterminé à prouver sa bonne foi, qui se retrouve donc une nouvelle fois devant la justice. Avec ses coprévenus, il risque jusqu'à 7 ans de prison et une très lourde amende. Il faudra des semaines, sans doute des mois, pour faire la lumière sur l'accident du Boeing d'Ethiopian Airlines hier. Mais les enquêteurs disposent désormais d'éléments clés, les boîtes noires. Pour l'heure, en tout cas, certains pays préfèrent clouer au sol les avions du même modèle. Le récit de Stéphanie Morbois. Au lendemain du crash d'un Boeing 737 MAX 8 en Éthiopie, les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées à 60 km au sud-est d'Addis Abeba, d'où l'avion avait décollé. Le vol ET302 a disparu des radars 6 minutes après son décollage. Selon un témoin, l'arrière de l'avion était déjà en feu lorsqu'il s'est écrasé. Pulvérisé dans l'impact, l'appareil a creusé un impressionnant cratère au sol. 157 personnes de 35 nationalités différentes ont péri dans la catastrophe. Toutes devaient se rendre à Nairobi, au Kenya. L'appareil avait été livré courant 2018 à la compagnie Ethiopian Airlines et avait fait l'objet d'une maintenance début février. Par mesure de précaution, la Chine et l'Indonésie ont décidé d'immobiliser leur Boeing de ce type. De nombreux employés de l'ONU et de personnes engagées pour le développement et l'environnement ont trouvé la mort dans l'accident, alors que s'est ouverte ce lundi la conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'environnement, dont le siège mondial est à Nairobi. Une minute de silence a été observée à l'ouverture de la conférence, tandis que l'Éthiopie a décrété un jour de deuil national. On croirait à un remake du film Un jour sans fin. Nouvelle semaine décisive pour le Brexit et nouveau vote à haut risque pour Theresa May, qui va tenter une nouvelle et dernière fois de faire passer son accord de divorce avec l'Union européenne. Les explications de Christophe Garache. C'est une semaine cruciale qui démarre sur les chapeaux de roue pour Theresa May. Mardi, les députés britanniques doivent se prononcer une nouvelle fois sur l'accord du Brexit, négocié avec l'Union européenne. À ce stade, tout indique qu'il sera de nouveau rejeté par la Chambre des communes. Bruxelles et Londres négocient en coulisses une déclaration commune susceptible de calmer l'inquiétude des députés conservateurs à propos de la frontière entre les 2 Irlandes. Mais visiblement, cette déclaration ne satisfait pas non plus les députés travaillistes. Theresa May doit accepter que son approche ne fonctionne pas. En tant que Première ministre, elle doit faire preuve de leadership et relancer le débat. Et si elle n'y parvient pas, c'est le Parlement qui a la responsabilité de le faire à sa place. Mais pour le Premier ministre irlandais, le temps des négociations est terminé. Le seul accord valable est celui qui est déjà sur la table. J'entends dire que les votes pourraient être annulés en faveur d'un autre vote. Ce n'est vraiment pas la question. Cela fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, qu'a eu lieu le référendum. Il est beaucoup trop tard pour que le Royaume-Uni nous dise ce qu'il veut. Dimanche, les opposants au Brexit ont manifesté à Londres avec leurs animaux de compagnie pour dénoncer, avec humour, des négociations devenues, selon eux, une véritable pâtée pour chiens. Pour mieux comprendre ce qui se joue cette semaine et faire un point sur ce feuilleton sans fin, je suis avec Aurélien Antoine. Bonjour, vous êtes professeur de droit à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et vous avez fondé l'Observatoire du Brexit. Alors d'après vous, est-ce que l'accord de divorce qui sera soumis demain aux députés britanniques a une chance de passer? Et pourquoi cette question du filet de sécurité est-elle un casse-tête pareil?
Selon moi, les chances que l'accord puisse passer demain lors du meaningful vote, comme on l'appelle au Parlement britannique, sont très faibles en raison de ce fameux filet de sécurité qui divise profondément le Parlement britannique, et ce pour plusieurs raisons. Rappelons que ce filet de sécurité vise à éviter de rétablir une frontière entre les deux Irlandes, et pour éviter que cette frontière soit rétablie, il faudrait que le Royaume-Uni accepte d'être intégré dans une union douanière. Or, les conservateurs les plus durs y sont opposés, ce qui avait conduit aussi à proposer la solution d'une union douanière qu'entre les deux Irlandes, mais cette solution est également exclue dans la mesure où les unionistes irlandais qui sont alliés à Madame May ne veulent pas de régime juridique et politique distinct entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Que se passera-t-il si le Brexit est retardé au-delà des élections européennes, des élections auxquelles les Britanniques ne sont plus censés participer ? Alors il convient d'envisager deux cas de figure. S'il y a un prolongement des négociations et qu'elles vont au-delà de la date des élections européennes au mois de mai, les Britanniques seront forcés d'y participer. Donc il faudra revoir toutes les réglementations qui avaient prévu la non-participation des Britanniques à ces élections. Et puis il faut bien avoir en tête que le Parlement ne se réunit qu'en juillet, le Parlement européen. Donc on peut envisager qu'il participe aux élections, mais que le Brexit se fasse avant ce mois de juillet pour éviter qu'il ne siège et participe par exemple à la désignation de la nouvelle commission. Et comment expliquer ces interminables tergiversations, cette paralysie, alors que les Britanniques ont quand même voté pour sortir de l'Union européenne il y a presque 3 ans maintenant ? Il y a l'impréparation de la classe politique britannique qui ne s'attendait pas à ce que le Brexit passe en 2016. Ensuite, le traité qui prévoit 2 ans de négociation, c'est sans doute trop court quand il faut solder plus de 40 ans d'adhésion à une structure comme l'Union européenne. Et puis enfin, du côté de l'Union européenne, le fait d'avoir lié très fortement l'accord de retrait à la déclaration politique sur les relations futures a pu créer des problèmes parce que le backstop aurait pu être limité à cette déclaration politique et ne pas être inclus dans le traité de sortie. Aurélien Antoine, je rappelle que vous dirigez l'Observatoire du Brexit qui suit de près ce laborieux processus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il serait encore des milliers de combattants à résister dans l'ultime réduite de l'État islamique en Syrie. Notre correspondant qui suit les forces anti-djihadistes a brièvement échangé avec les rares civils qui en sortent encore. Son reportage. Voici un aperçu de ce qui reste du bastion du groupe État islamique, un campement de tentes et cette bannière noire qui flotte au vent dans le village de Barouz. Dimanche, un commandant kurde nous a emmenés sur une colline surplombant cette dernière poche d'État islamique. On peut les voir se déplacer, beaucoup sur des motos. Pourquoi n'attaquez-vous pas ? Il nous explique que les combattants sont encore là avec des centaines de femmes et d'enfants et qu'ils ne veulent pas en faire des martyrs. Mais sans eau ni nourriture, assiégés, certains finissent par se rendre entre 2 assauts. Et tous disent qu'ils ne faisaient que la cuisine ou le ménage à Barouz. Aucun ne dit faire partie des combattants, pas un seul. Et quand on s'approche du camion qui transporte les épouses des hommes qui se sont rendus, elles s'énervent, nous jettent de l'eau, des bouteilles. Et les enfants pointent leurs doigts en l'air, l'un des symboles d'allégeance au groupe État islamique. C'est fini l'État islamique ? Jamais. Après, nous viendrons chez vous. Et le reporter Richard Engel de conclure, État islamique est vaincu, mais pas son idéologie. Le 11 mars 2011, une triple tragédie s'abattait sur le nord-est du Japon. Un séisme, un tsunami et un accident nucléaire. 8 ans après, une cérémonie a eu lieu en mémoire des victimes. Le commentaire de Marc Bouchage. Le Japon a commémoré lundi le 8e anniversaire du tsunami qui a endeuillé le pays et provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. À Tokyo, lors de la cérémonie d'hommage national, le Premier ministre Shinzo Abe a déposé une fleur en mémoire des milliers de victimes. Le 11 mars 2011, un puissant tsunami provoqué par un séisme dévaste la côte nord-est du Japon et fait plus de 18 000 victimes. À cette tragédie s'en ajoute une seconde, Fukushima. Plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire explosent après avoir été endommagés par le tsunami.
Fukushima devient alors la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs reste celui de la décontamination et du stockage de l'eau contaminée que certains aimeraient voir rejetée directement dans la mer. Un mot de sport pour finir. Seulement 9 mois après son départ, Zinedine Zidane redevient l'entraîneur du Real Madrid. Le Français qui prend la succession de Santiago Solari est appelé à la rescousse d'un club qui traverse une mauvaise passe. Zidane de retour au Real. Ce qui était une rumeur ces derniers jours est devenu réalité ce lundi soir. Le Français avait lâché en mai dernier les rênes du club madrilène en pleine gloire. Il venait d'enrichir la vitrine du club d'une 3e Ligue des Champions consécutive. En 2 ans et demi sur le banc du Real, Zidane a remporté 9 titres. La succession de Zizou aura été compliquée dans le vestiaire et sur la pelouse. L'élimination du Real par l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions aura été fatale à l'Argentin Santiago Solari. Et c'est donc Zidane qui, à 46 ans, a accepté de relever le défi risqué de relancer le club madrilène. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.